Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet délicat. Les relations toxiques. On s'appuie pour ça sur pas mal de recherches, hein. Les travaux de gens comme Gottman, Irigoyen ou Van der Kolk. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce que c'est concrètement, comment on repère ça. Et surtout, comment on peut s'en sortir, se reconstruire après. On sait tous qu'une bonne relation, ça nous porte, mais à l'inverse, oula, une relation destructrice, ça peut vraiment tout saper. Alors, pour démarrer, qu'est-ce que c'est, au fond, une relation dite toxique d'un point de vue psychologique? Ben, essentiellement, c'est une dynamique, vous voyez, une dynamique où une personne va exercer, et de manière répétée, une influence négative, disons, destructrice sur l'autre. Mhm. Ça va toucher ses émotions, bien sûr, mais aussi son autonomie, sa façon de voir les choses, la réalité même. C'est une relation qui est très souvent déséquilibrée. Il y a de la manipulation, un manque de respect flagrant. D'accord. On voit souvent, par exemple, des critiques, tout le temps, mais déguisées, hein, genre c'est pour ton bien, des pseudo-conseils, la culpabilisation aussi, énorme, l'isolement, petit à petit, et parfois, oui, des choses comme le gaslighting. Ah oui, le gaslighting. Cette technique vraiment sournoise, hein, faire douter l'autre de ce qu'il perçoit, de sa mémoire. Exactement, c'est une manipulation psychologique très très forte. Et il y a d'autres signes concrets, bien sûr. La communication, par exemple, elle devient complètement asymétrique. Asymétrique, Oui. c'est-à-dire? Il y en a un qui parle, qui domine, et l'autre qui écoute ou qui se tait, quoi. Et souvent, la personne qui subit finit par être désignée comme le problème. Ah, le bouc émissaire en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Tout ce qui va mal, c'est de sa faute. Et on voit aussi très souvent des cycles qui se répètent. Ça, c'est assez typique. Des cycles. Oui, une phase où la tension monte, puis une explosion, verbale, émotionnelle, parfois pire, et après ça, hop, une période de lune de miel. La lune de miel. Après l'explosion. Oui, où l'agresseur redevient charmant, attentionné, et ça, évidemment, ça entretient l'espoir chez la victime. Et la confusion. Ça renforce la dépendance affective, en fait. Je vois. Ce cycle tension, explosion, lune de miel, ça doit être terriblement déroutant. Et ça nous amène à la question clé, j'imagine. Pourquoi c'est si difficile de partir, même quand on souffre? Alors oui, c'est la grande question. Et il y a plusieurs facteurs psychologiques vraiment puissants qui jouent. D'abord, les schémas de pensée négatifs. Les pensées qu'on a sur soi-même. Exactement. Celles que la victime internalise, du genre «je ne vaux rien, je mérite pas mieux, c'est sûrement de ma faute». Aaron Beck a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis il y a l'impact de ce qu'on appelle le trauma relationnel complexe. Le trauma complexe? Oui, Judith Herman, Bessel van der Kolk en parlent beaucoup. C'est l'effet de l'exposition répétée à ce stress, à cette dynamique toxique. Ça peut générer des symptômes qui ressemblent beaucoup au stress post-traumatique classique. Il y a aussi une dimension neurobiologique, faut pas l'oublier. Ah oui, Bah oui, l'alternance entre les moments de stress intense avec le cortisol qui monte en flèche, et puis les moments de réconciliation, d'affection apparente, où là c'est la dopamine, l'hormone du plaisir. le circuit de la récompense. Voilà. Ça crée un cycle de dépendance extrêmement fort. C'est un peu comme une addiction en fait. Et enfin, il peut y avoir des facteurs liés à l'histoire personnelle, comme un attachement insécurisé développé dans l'enfance. Bowlby a théorisé ça, ou ce qu'on appelle le lien traumatique, le trauma bonding. Le trauma bonding, oui, cet attachement paradoxal à la personne qui nous fait souffrir. C'est fou, hein? Ça explique sans doute pourquoi la rupture est si coûteuse psychiquement. Tout à fait. C'est un lien très, très tenace, difficile à briser. Et d'ailleurs, il y a des signaux d'alerte assez précoces, des choses qu'on peut repérer pour voir si une relation dérape. Le Gottman Institute, dont on parlait, Oui? ils ont identifié ce qu'ils appellent les 4 cavaliers de l'apocalypse relationnelle. Carrément. Les 4 cavaliers, ça fait un peu peur dit comme ça. C'est quoi? Alors, le premier, c'est la critique. Mais attention, pas la critique constructive d'un comportement. Non, là, c'est l'attaque sur la personne elle-même. D'accord. Attaquer la personne, pas le problème. Le deuxième, et c'est peut-être le pire, c'est le mépris. Les sarcasmes, rouler des yeux, les insultes, le ton condescendant, ça c'est extrêmement toxique. Le mépris. Le troisième, c'est la posture défensive. Systématiquement rejeter la faute sur l'autre, se poser en victime, refuser toute responsabilité.
Et enfin, le quatrième, c'est le mutisme méprisant, le stonewalling. Le stonewalling, justement. C'est-à-dire, hein, C'est ériger un mur, refuser totalement la communication, ignorer l'autre. C'est une forme passive-agressive très forte. Donc voilà, observez si ces 4 cavaliers débarquent souvent. C'est un gros drapeau rouge. très clair. Et il faut aussi écouter son propre ressenti, j'imagine, après une interaction. Ah mais complètement. Comment on se sent après avoir passé du temps avec cette personne? Vidé, anxieux, triste, diminué. Ça, c'est un baromètre essentiel. Ok. Donc, si on se reconnaît là-dedans, ou si on pense à quelqu'un, euh, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les pistes validées pour s'en sortir? Bon, la première étape, souvent inévitable, c'est la rupture. Parfois, ça peut se faire progressivement, mais souvent, surtout s'il y a un danger, il faut une coupure nette. Le fameux no contact. Le no contact. Couper tous les ponts. Exactement. Et ensuite, très souvent, un accompagnement thérapeutique est crucial. Il faut quelqu'un de spécialisé là-dedans. Quel type de thérapie? Alors, il y a plusieurs approches efficaces. La TCC, thérapie comportementale et cognitive, ça aide beaucoup à déconstruire les schémas de pensée négatifs dont on parlait. Le MDR aussi, c'est souvent utilisé pour traiter les traumatismes liés à ces relations. La thérapie des schémas peut être très pertinente également. Et il ne faut pas sous-estimer la force des groupes de soutien. Parler avec des gens qui ont vécu des choses similaires, ça valide l'expérience, ça brise l'isolement, c'est très puissant. Je comprends. Le partage d'expérience. Oui. Et en parallèle de tout ça, il y a tout un travail de fond à faire pour reconstruire son estime de soi. Réapprendre à poser ses limites aussi, fermement. Nedra Glover Tawwab insiste beaucoup là-dessus. Poser ses limites, oui, c'est fondamental. Et bien sûr, l'éducation émotionnelle, dès le plus jeune âge, c'est une clé de prévention majeure sur le long terme. Mais pour ceux qui sont dedans, il y a un point absolument vital. Si la relation implique de la violence, quelle qu'elle soit, physique, sexuelle, économique, il ne faut surtout pas rester seul. Jamais. C'est anonyme, c'est gratuit. Il faut contacter des pros, en parler à des gens de confiance. Construire un réseau de soutien, c'est vital. Ok, donc si on résume, des signes clairs existent, des mécanismes psychologiques complexes expliquent pourquoi c'est dur de partir, mais il y a des solutions, des stratégies concrètes, validées pour se protéger, pour se reconstruire. Et la première étape, c'est de reconnaître les signes, en fait. Absolument. C'est le premier pas. Comme le disait Judith Herman, cette pionnière sur le trauma, le silence est la meilleure arme des abuseurs. En parler, c'est déjà rompre l'emprise. Demander de l'aide, ce n'est jamais une faiblesse. Jamais. C'est un signe de force, de courage. Dernière idée peut-être pour laisser matière à réflexion. Et si, au fond, reconnaître ces dynamiques chez les autres, ou parfois même un peu en soi, si ça commençait par explorer plus honnêtement nos propres besoins, nos propres limites, dans toutes nos relations.